Non, bah du coup, on va parler plus un peu en détail justement de C'est à vous de tuer. Et donc oui, moi, après lecture, ce qui m'a vraiment marqué en dehors du twist final que je ne spoilerai pas, bien évidemment, c'est que oui, justement, chaque personnage et donc chaque suspect, vu qu'ils sont tous suspects dans le roman, sont vraiment très bien construits et du coup, ils ont chacun un style vraiment propre. Et du coup, comment est-ce qu'ils te sont apparus? Comment est-ce que tu les as travaillés? Comment est-ce que t'as travaillé justement cet aspect de chacun déjà un style. Du coup, ton style d'écriture change à chaque fois que les personnages parlent. On les définit super bien dans les dialogues. Voilà, comment est-ce que tu les as travaillés pour qu'ils soient aussi différenciés? C'est vrai que pour C'est à vous de tuer, j'avais envie de personnages qui soient très différents les uns des autres. Je voulais à la fois des personnages qui soient un petit peu vintage, donc liés au style que je souhaitais faire, c'est-à-dire que je souhaitais un roman policier, un peu à l'ancienne, un peu à la Agatha Christie. Et donc pour parvenir à ce résultat, j'avais besoin de créer un peu des connexions avec ce style à l'ancienne. Et donc certains des personnages ont cette connexion. Je voulais des personnages qui soient un petit peu vieux jeu, qu'on croirait sortis un peu d'une autre époque. Et ça m'amusait énormément de les faire cohabiter avec, au contraire, des personnages extrêmement modernes, en général des jeunes filles ou des jeunes garçons, qui eux soient issus de cette génération connectée, qui sont un petit peu geeks, ou alors qui soient un petit peu toujours sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et justement, c'était ce résultat que je recherchais, faire cohabiter des personnalités extrêmement différentes et des personnages dont on aurait l'impression qu'ils viendraient d'époques différentes. C'est-à-dire, voilà, on a une youtubeuse qui va cohabiter avec un enquêteur qui se trouve être une parodie d'Hercule Poirot. Oui, c'est Hercule Navet, c'est ça? Hercule Navet, voilà, c'est ça. Il m'a bien fait rire. Oui, parce que effectivement c'est une caricature, donc je me suis amusé à jouer avec le personnage. Et donc je voulais que tous ces personnages aient une personnalité extrêmement marquée et chacun une originalité, soit dans leur manière de s'exprimer, soit dans leurs attitudes. Et donc que ça crée une sorte d'alchimie un peu délirante, mais tout en restant quand même dans le ton du roman, c'est-à-dire un roman qui reste sérieux avec une histoire sérieuse. Mais voilà, c'est cette espèce de dualité entre le sérieux et le loufoque que je voulais. C'est à ce résultat-là que je voulais arriver. J'avais entendu parler d'un nouveau style de roman policier, les cozy mystery, ou je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais donc des espèces de polars un peu légers, qui soient divertissants, qui aient cet aspect un peu loufoque. C'est quelque chose que moi je connaissais pas. Et il se trouve que j'avais déjà entamé l'écriture de C'est à vous de tuer, et donc j'ai découvert que je correspondais un peu à ce style, c'est-à-dire des romans un peu cosy, qui sont pas du tout psychologiques, qui sont pas du tout dans la peur ou dans la violence, mais plutôt des romans où on va trouver une certaine forme de détente, des livres un peu qui coulent tout seuls avec des personnages un peu rigolos, et où on soit un peu justement partagé entre le stress de l'histoire qui va avancer d'une manière un peu sombre, et puis ces personnages qui sont un peu rigolos à côtoyer. Tu me coupes si je dis des bêtises, mais on peut dire que ce roman est un roman à concept, dans le sens où le personnage principal est incarné par le lecteur, ou en tout cas le lecteur vit au travers du personnage. C'est pas un livre dont vous êtes le héros, mais c'est juste que tous les personnages s'adressent au personnage principal comme si c'était le lecteur. Voilà, c'est exactement ça, et c'est ce qui m'a servi d'idée de départ. C'est-à-dire, comme tu l'expliquais au début, c'est le départ de mon livre, c'est ce concept. Ouais. J'avais envie d'écrire un roman policier, un peu à l'ancienne, comme je l'expliquais, mais je voulais à tout prix une originalité. Je voulais surtout pas écrire un roman policier comme tant d'autres, avec un crime, des mystères, etc. Il fallait que je trouve quelque chose de plus.
je suis persuadé que pour se démarquer et puis pour marquer un peu les lecteurs, il faut trouver un aspect absolument original, rafraîchissant. Et donc moi, j'ai réfléchi à ce concept de placer en fait le lecteur dans la peau du héros. Donc j'ai réfléchi un petit peu à comment je pouvais faire ça. Puis donc je me suis dit, bah voilà, on va faire en sorte que le lecteur rentre dans la peau du héros, à tel point que le héros n'a pas de dialogue. Les dialogues sont silencieux en fait, et c'est le lecteur lui-même qui va les combler avec son imagination. Je sais pas exactement si ça s'est passé de cette manière, mais en tout cas, mon but c'était que le lecteur rentre dans la peau de ce héros. Et pour ça, j'avais besoin d'un personnage qui soit toujours à côté de lui, donc dans l'histoire Mister X, et qui s'adresse sans arrêt au héros et donc au lecteur. Et donc qui est cette espèce d'échange permanent et que le lecteur finisse par être embringué dans cette histoire, par le biais de Mister X qui va toujours un peu le prendre par la main et lui faire vivre les événements comme ça. Parce que évidemment, je pouvais pas balancer le héros tout seul. Parce que comme il n'a pas de dialogue écrit, ça aurait été extrêmement compliqué de lui faire vivre l'histoire de cette manière. Donc j'avais besoin un peu de se faire valoir de ce personnage qui est quand même très important, qui soit toujours à côté de lui pour créer une interaction entre les deux. Et donc voilà, je suis parti de ce concept-là et ça m'a ensuite amené à imaginer cette histoire, ce huis clos, donc vraiment dans la pure tradition des Agatha Christie. En fait, je te confirme que oui, effectivement. Alors, peut-être que c'est que moi, mais c'est même pas que mon imaginaire essayait de combler les conversations, c'est que à un moment, je me suis surpris à combler par ce que je dirais moi-même. En fait, l'expérience était super immersive, au point que du coup, je me surprenais à combler, mais parce que j'aurais moi-même répondu dans cette situation. Donc du coup, oui, et du coup pour le coup, j'ai trouvé ça super immersif et super malin. Et effectivement, c'était malin de ta part qu'il y ait toujours quelqu'un. Sinon, je pense que le concept aurait été un peu bancal si effectivement il n'y a pas Mister X qui répondait à chaque fois à la place du héros ou qui lui expliquait les choses. Voilà. C'est ça. Et puis l'intérêt aussi avec Mister X, c'était de créer un personnage qui soit un petit peu tatillon. Oui. Et qui est cet aspect justement, comme je l'expliquais, un peu vintage dans sa manière de s'exprimer. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire les dialogues de ce personnage, mais également d'autres personnages, notamment Octave Lassiter par exemple, typiquement des personnages qui ont cette manière de parler à l'ancienne. Justement, en tout cas les souvenirs d'Agatha Christie que j'ai, c'est un peu ces dialogues des années 40, années 30-40, c'était cette manière un peu précieuse de discuter qui moi me plaisait beaucoup de transposer dans un contexte plus moderne. Et donc ce Mister X qui va constamment qui va un petit peu provoquer le héros et donc le lecteur pour un peu le créer quelque chose d'assez vivant et puis faire en sorte que le lecteur un peu soit actif dans cette histoire. Donc c'était le concept que je souhaitais suivre et qui m'a beaucoup stimulé. Parce que lorsqu'on pense avoir trouvé un peu une idée originale, je trouve que c'est très stimulant. Parce qu'ensuite, on a besoin de la développer, on a besoin de lui faire vivre, de la conduire à son vrai potentiel. Et donc c'est là tout le défi, c'est-à-dire ensuite, quand on a cette idée, il faut lui faire prendre son envol. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. J'ai l'impression, encore une fois, tu m'arrêtes si je me trompe, que ce qui te stimule, c'est les concepts. Comme on l'a dit avec ce dernier roman, avec Historique où Internet s'effondre, avec Dreams où c'est des gens qui peuvent voyager consciemment dans leurs rêves. J'ai l'impression que tu as besoin d'une idée originale et très forte et que tout vient s'accrocher après à ce concept, que ça soit les personnages, que ça soit l'histoire. Et c'est ça. Je suis très très attaché à cet aspect créatif, créatif dans le sens original. De nouvelles histoires sortent tous les jours, de nouveaux livres sortent tous les jours, et je pense que
en ce qui me concerne, je prendrais pas du tout le même plaisir à écrire si j'essayais pas de trouver des originalités tant dans mon écriture que dans mes histoires. C'est pour ça que je cherche toujours à surprendre, peut-être déstabiliser, puisque je pense que par exemple avec moi Smartphone ce héros j'ai dû déstabiliser beaucoup de gens, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu hallucinant de donner une conscience à un smartphone, de le faire parler, de le rendre héros d'une histoire, mais justement c'est ce qui me rend fier, c'est-à-dire je suis parvenu à trouver des idées originales et à les exploiter à fond. Lorsqu'on a une idée qu'on pense être originale, il faut la travailler et il faut l'exploiter à fond. Sinon, c'est pas intéressant. Il faut pas faire les choses dans la demi-mesure. Et c'est pour ça que, pour cette idée dans C'est à vous de tuer, j'ai essayé de faire vivre cette idée du début jusqu'à la fin de l'histoire. Faire en sorte que le lecteur soit impliqué de A à Z et vive cette aventure d'une manière immersive. Donc oui, j'ai un fort besoin d'originalité et je disais récemment à quelqu'un que le jour où je me mettrais à écrire des histoires classiques ou banales, même si c'est pas toujours simple à définir, je pense que j'arrêterai d'écrire. Tu me disais donc que ce roman, tu l'as écrit en parfait jardinier, que du coup ça t'est venu. Est-ce que une fois le premier jet terminé, est-ce que tu es quand même revenu sur des éléments qui te plaisaient pas, sur peut-être sur la fin, est-ce que vraiment quand tu as terminé ton premier jet, pour toi l'histoire était bien, ou est-ce que tu as quand même modifié des choses pour la V2, la V3, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que j'ai écrit ce livre d'une manière un peu différente de d'habitude, mais par contre, j'y suis pas non plus allé complètement à l'aveugle. Ouais, okay. Exactement. J'ai vraiment posé les grandes lignes. Je savais où j'allais. Ce qui a changé, c'est que j'ai écrit cette histoire d'une manière un peu brute, c'est-à-dire j'ai écrit très intensément. Je crois que j'ai dû l'écrire en un peu plus de 2 semaines. Ouais, j'ai écrit très très vite. Ça a été une sorte de crise je pourrais appeler ça une crise de créativité, une crise d'écriture. J'étais complètement possédé par mon histoire, par mes personnages, et j'avais absolument besoin d'avancer vite et de laisser parler un peu toutes ces émotions, toutes ces idées, toutes ces envies que j'avais, les exprimer pas le plus rapidement possible, parce que c'est pas une course. Mais je prenais tellement de plaisir à écrire cette histoire qu'elle s'est écrite en fait très rapidement. J'ai fait en sorte de trouver du temps. J'écrivais la nuit, j'écrivais tout le temps parce qu'il fallait que ça sorte. Il fallait surtout pas que je laisse ce feu retomber, parce que lorsqu'on est pris dans un élan, et tu es bien placé pour en parler parce que c'est le cas actuellement. Je le vis actuellement. Voilà, tu le vis actuellement. Lorsqu'on est dans un élan, lorsqu'on est dans un feu, dans une passion, dans une envie extrême d'avancer et d'écrire, et qu'on y prend du plaisir, et ben il faut s'y accrocher le plus possible et se laisser porter. Et c'est ce que j'ai fait avec ce livre. Mais je savais quand même où j'allais. J'avais les grandes lignes en tête, je savais comment ça allait finir, j'avais toute cette structure en tête. Simplement, ce qui a changé fondamentalement, c'est que j'ai écrit d'une manière très 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 vive, très 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 brute, très très spontanée. C'est vraiment cet aspect spontané qui a changé. Pour mes autres histoires, voilà, j'avais mes chapitres qui étaient définis à l'avance, donc à chaque fois que j'écrivais un nouveau chapitre, je savais où j'allais. Là, j'y suis allé un petit peu plus à l'instinct, et je pense que, je sais pas si ça se ressent à la lecture, mais dans tous les cas, voilà. Si les lecteurs ont perçu un côté spontané, je pense que ça vient aussi de la manière dont je l'ai écrit. Surtout que cette énergie dont tu parles, je vais parler pour moi, mais oui, ce feu ardent d'avoir absolument besoin d'écrire quelque chose, que l'histoire t'enthousiasme à un point pas possible, pour moi c'est vrai, c'est rare, et c'est vraiment le
meilleur moment, je trouve, en tant que quelqu'un qui veut écrire des histoires. Je sais que voilà, cette énergie-là, elle m'arrive pas tous les 4 matins, donc effectivement, la laisser passer, c'est aussi laisser passer un plaisir de plusieurs jours, plusieurs semaines, où tu vas être tellement emporté dans ton histoire que ouais, tu vas avoir vraiment ce sentiment de il faut que le monde connaisse cette histoire tellement elle est incroyable à tes yeux, quoi. C'est vrai que moi je considère souvent que l'écriture c'est un peu comme le sport. Il faut absolument écrire régulièrement, il faut absolument ne pas laisser l'intérêt et l'envie retomber. Le danger de faire des pauses dans les sessions d'écriture, c'est qu'on va avoir du mal à se remettre dans son histoire, on va avoir du mal à amorcer la machine de nouveau. Et c'est comme le sport, ceux qui courent le savent très bien. Dès qu'on s'arrête trop longtemps, et ben ensuite, voilà, on a du mal à retrouver un peu cet élan qu'on avait, on a du mal à répéter les efforts, et il va falloir de plusieurs jours, plusieurs semaines pour retrouver la forme qu'on avait avant. Et c'est pour l'écriture, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pareil. Si on est dans cette espèce d'élan, on est inarrêtable. Si on laisse retomber cet élan, si on part faire autre chose, si on part faire un voyage, si on se met sur d'autres projets, et ensuite, on a laissé passer le train, on a laissé passer ce fameux élan qu'on avait, on peut très bien le retrouver, mais c'est plus difficile. Il faut vraiment faire cet effort de se remettre dans ce rythme incroyable qu'on avait. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai toujours un peu procédé de cette manière. J'écris des histoires d'une manière continue. Je ne fais jamais de pause longue dans mes sessions d'écriture. En général, j'essaie d'écrire, lorsque je suis sur un projet sérieux, j'essaie d'écrire quasiment tous les jours, si je peux. Ça me permet de conserver cette espèce de fibre créative dont j'ai besoin pour être bon, en fait. Je trouve aussi que quand on écrit un roman, il y a un côté vraiment habité, tu vois, il faut être... je sais que moi, vraiment, si je fais une pause trop longue, je trouve que je sens les personnages partir, tu vois, comme... Il y a vraiment un côté schizophrène de tu te mets dans la peau de personnages, tu te mets dans la peau d'une situation qui est souvent conflictuelle ou dramatique. Et c'est vrai que faire une pause, c'est laisser tous les fantômes de cette histoire partir. Et du coup, c'est perdre un peu l'énergie de ton histoire, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on procède un peu de la même manière. C'est sans doute pas le cas de tous les auteurs, hein. Il y a sans doute des auteurs qui sont capables comme ça de se remettre dans leur histoire très facilement. Mais c'est vrai que moi j'ai besoin de rester dans cet effort, dans cet élan que j'ai imprimé dès le début. Alors en fait, je dis dès le début, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai souvent besoin, je dirais que je suis un peu comme un diesel. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour atteindre mon rythme de croisière. Je vais poser le début de mon histoire et puis elle va prendre un peu de l'ampleur. Et lorsque j'atteins ce rythme de croisière, c'est là où je ressens le plus de plaisir. Je sens que mon histoire est lancée, je sens que mes personnages commencent à vivre, et là, ensuite, ça va tout seul. C'est là que l'écriture, je dirais, devient magique. C'est qu'elle est facile, elle est instinctive, et ça procure un sentiment très très exaltant. Ouais, je suis d'accord. Exactement comme toi, effectivement, beaucoup de mal à me lancer dans une histoire, parce que justement prendre le temps de connaître les personnages, d'être vraiment imprégné de ce que je veux raconter. Et oui, une fois que t'es lancé, par contre, c'est incroyable, mais justement, faut surtout pas s'arrêter, sinon tu dois refaire cet effort de ok, on se remet dedans, ah là là, c'est dur, ah là là, j'arrive pas à écrire, ok, ça commence à venir, ok, c'est bon, j'ai mon histoire, quoi. Pour les joueurs ou gamers qui nous écoutent, c'est exactement comme se lancer dans un RPG. Ouais. Tu vas le mettre de côté pendant quelques mois et ensuite tu vas revenir dessus, tu vas même plus savoir où t'es dans l'histoire, tu vas même plus comprendre les enjeux, tu vas même plus savoir à qui t'as parlé, quelle mission t'as accomplie. Voilà, c'est pareil. C'est extrêmement difficile de se remettre dedans. Donc lorsqu'on écrit un livre,
tout cas, voilà, moi je fonctionne de cette manière. Il faut que ce soit brut, il faut que ce soit... C'est d'ailleurs pour cette raison que souvent je ne fais pas énormément de réécriture parce que j'adore cet aspect spontané, cet aspect brut. Lorsque j'ai terminé mon premier jet, il va être très proche de la version finale. Je suis pas du tout du style à élaguer, je suis pas du tout du style à changer l'ordre des chapitres, parce que j'écris en général d'une façon assez linéaire, alors c'est peut-être un tort, mais en tout cas c'est mon style. Et donc, voilà, j'aime cet aspect spontané et du coup imparfait. Il y a une certaine illusion de la perfection où on se dit que peut-être, à force de réagencer les choses, à force de retoucher, à force de retravailler, on va atteindre cette espèce d'idéal de l'histoire absolument géniale qu'on rêvait d'écrire. C'est certainement possible pour certaines personnes. En tout cas, moi, mon regard là-dessus, c'est que il faut que l'histoire comporte justement ces espèces de reliefs, ces espèces d'imperfections qui font qu'elle a été écrite d'une manière un peu authentique. C'est un peu difficile à expliquer, mais voilà, j'aime cet aspect brut. C'est un mot que j'utilise souvent, et c'est comme ça que je fonctionne. Je tiens pas à gommer un peu les aspérités de l'histoire et certains chapitres qui pourraient être considérés comme peut-être un peu excessifs et tout. Moi, je dirais que ça fait justement partie de l'intérêt de l'histoire. C'est un peu comme la personnalité d'une personne. Les défauts sont intéressants parce que c'est ce qui rend la personne unique. Et ben un livre, c'est la même chose. S'il a certains défauts, c'est pas grave. De toute manière, les défauts, ça fait partie de la vie. Il faut pas essayer de viser une sorte de perfection qui finalement n'existera jamais parce que chaque lecteur a un avis différent, un regard différent sur les choses. Donc en fait, tout ce que l'auteur essaiera de faire, c'est d'atteindre une perfection, sa propre perfection. Mais dans tous les cas, voilà. J'aime bien laisser ces petites aspérités dans mes histoires. Même si après coup je les relis et je me dis là tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, finalement elles me plaisent comme elles sont. Parce que je les ai écrits sous le coup d'une espèce d'élan un peu mystique, un peu formidable, qui fait qu'au final ça rend le livre attachant, tel qu'il a été écrit. Je suis totalement d'accord et je sais que les passionnés de correction vont sûrement... ceux qui nous écoutent vont sûrement avoir les poils qui s'hérissent, mais même je trouve que... Enfin, je sais que personnellement, souvent ce qui m'arrive, c'est même des idées. Je peux avoir une idée et puis après essayer de revenir dessus pour une V2, une V3, une V15, une V20. Et je sais que en grande majorité, ce qui va se passer, c'est que je vais souvent revenir à la première version et que en fait tout le cheminement de modification, de correction me permet juste de valider le fait que ma première idée était la bonne, parce que moi je suis convaincu que souvent les premières idées sont les bonnes parce qu'elles sont instinctives et parce qu'elles te représentent, parce que c'est le premier truc auquel tu penses. Et souvent essayer de modifier, de corriger, d'aller ailleurs, bah, c'est peut-être sous le coup de un tel qui t'a fait une remarque, alors du coup tu te dis ah oui, donc je vais peut-être essayer d'aller plus dans ce sens-là, mais du coup ça te ressemble plus trop. Ou alors ça peut être juste parce que t'as lu dans un livre que bah, il faut pas faire comme ça si tu veux être un vrai écrivain, donc du coup tu vas faire différemment. Mais au final, tous ces trucs font que c'est pas toi et tu te sens pas très à l'aise avec ces choses-là. Et au final, moi ce qui m'arrive, c'est que souvent au bout de 2 mois et de 15 versions différentes, bah, je reviens à ma V1 parce que je la trouve très bien et voilà. Et souvent, c'est vraiment souvent ce qui m'arrive, quoi. Je dirais que c'est assez fascinant de voir à quel point les auteurs ont des sensibilités différentes par rapport à cette question de la manière de retravailler un livre. C'est vrai qu'on a tous des approches extrêmement variées. Certains auteurs vont écrire un premier jet un peu foufou, un peu on va dire qui part dans tous les sens, et puis ils vont avoir besoin de retravailler cette version comme un sculpteur qui part d'un matériau brut. Et puis il y a certains auteurs qui vont réussir à tailler directement en écrivant en même temps qu'ils écrivent, pour parvenir au matériau, à l'œuvre finale,
quasiment directement. Ça, c'est mon cas. Mais je sais que beaucoup d'autres fonctionnent d'une autre manière. Ils ont besoin d'affiner ce premier jet, ou même le second, le troisième, plusieurs fois, jusqu'à lui faire prendre forme. Et c'est vraiment très rigolo de voir comment on peut fonctionner différemment les uns des autres. C'est ce qui rend l'écriture particulièrement intéressante, et je pense que d'ailleurs cette problématique concerne d'autres spécialités comme la musique, la peinture peut-être, voilà, plein d'autres arts. L'art c'est malléable. Donc on peut utiliser une première version qui est venue comme ça d'une manière très spontanée, on peut la retravailler si on a envie, on peut la laisser telle quelle. Voilà, hein. L'auteur est libre ensuite d'en faire ce qu'il veut. C'est fascinant. Je suis entièrement d'accord. Si tu le permets, on va faire un petit dézoom parce qu'on va arriver à la fin de notre échange. On va faire on va essayer de prendre un peu de hauteur, même si je sais que c'est jamais facile de juger son propre travail, surtout quand il est récent. Mais j'aimerais savoir si tu as, parmi tous les romans que tu as écrits, est-ce qu'il y en a un auquel tu es le plus attaché ou qui te rend le plus fier? Alors c'est compliqué, hein. On dit souvent que lorsqu'on a écrit plusieurs livres et qu'il faut en choisir un seul, c'est comme choisir entre tes enfants. Voilà, c'est exactement ça, c'est tes enfants. La question est horrible. Tu les aimes, c'est compliqué d'en choisir un. Je dirais que je vais en sortir deux du lot. Le premier, c'est Moi Smartphone, parce que ce qui me rend fier avec ce livre, c'est d'avoir eu une idée un peu dingue et d'en avoir fait quelque chose qui me semble fun à lire et avec une double lecture. C'est-à-dire que c'est un livre qui peut être lu comme un feel good, un peu rigolo, avec des situations légères. Voilà, un livre tout à fait léger pour se sortir un peu d'un quotidien pas très drôle, donc un livre divertissant, voilà, un vrai feel good. Mais c'est un livre qui comporte un vrai message de fond et de nombreuses thématiques importantes. Et selon la sensibilité des personnes, elles vont avoir un regard totalement différent. Il y a des personnes qui vont dire qu'est-ce que j'ai rigolé avec ce livre, c'est un vrai moment de bonne humeur. Et puis il y a une autre personne qui m'a dit c'est une vraie critique de notre société connectée. Ce livre est le parfait miroir de nos addictions et de nos travers. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un livre qui a un peu voilà, il a suffisamment de profondeur pour être perçu de façon extrêmement différente par les lecteurs, et ça, j'en suis fier. La deuxième œuvre dont je suis fier, c'est Dreams, parce que avec Dreams, j'ai eu cette sensation de dépassement de moi-même en termes d'écriture. J'ai réussi à me lâcher totalement dans mon style, dans mes idées, dans mon imagination. Et cet aspect créatif est vraiment perceptible dans Dreams, et j'aime beaucoup ce livre pour ça. Donc voilà, ce sont les deux que je détache, mais après j'aime absolument tous mes livres. Je suis fier de chacun d'entre eux. De temps en temps, je vois des auteurs qui disent être moins fiers par rapport à certains de leurs livres. Moi, je suis fier d'absolument tout ce que j'ai fait. Est-ce que... alors, c'est une question dont je connais déjà la réponse. Est-ce que tu travailles sur un nouveau projet, et est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Donc je travaille sur un nouveau projet, effectivement. C'est vrai que ce qui est sympa avec l'écriture, c'est que ce qui est sympa et c'est en même temps très difficile, c'est qu'une fois qu'un projet est terminé, on peut se projeter sur le suivant. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Lorsque je termine une histoire, j'ai tout de suite la tête vers le projet d'après, vers les d'autres horizons à explorer, etc. Donc après C'est à vous de tuer, j'avais déjà prévu ce que j'allais faire ensuite, même si j'ai mis un petit peu de temps à vraiment faire décoller l'écriture et faire décoller l'histoire.
Est-ce que je peux vous en parler? Pas trop. Ok. Voilà, parce que j'aime bien créer une sorte d'effet de surprise avec mes projets. J'aime bien les dévoiler lorsqu'ils sont proches du mot fin. Donc je vais attendre un petit peu avant d'en dire davantage sur ce projet. Mais ce que je peux te dire, et ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, c'est que ce sera un livre qui reviendra, et d'ailleurs j'avais laissé glisser un indice précédemment, c'est un livre qui reviendra à des thématiques auxquelles je suis attaché, à savoir Internet, le numérique, la connectivité, notre rapport à la technologie, les thèmes que j'ai surtout développés dans mes 2 premiers romans, et également dans C'était comment avant Internet. C'est vraiment mon thème de prédilection. Donc je souhaitais revenir dessus, après m'être bien amusé à explorer les romans policiers, parce que finalement, les romans policiers, je suis pas du tout un spécialiste de ce genre-là. Si j'ai souhaité en écrire un, c'est simplement parce que j'en avais envie. Je me laisse guider par mes envies et mes inspirations. Donc je ne me pose jamais de limites. Même quand c'est un genre que je ne connais pas extrêmement bien, dont je ne maîtrise pas les codes, je dirais que je m'en fous totalement. Je me lance et puis voilà, je suis mes idées jusqu'au bout. Pour terminer, effectivement, au tout début, tu me disais que oui, ça aurait pu que tu as choisi la littérature, mais ça aurait pu être scénario de film, ça aurait pu être n'importe quoi, mais je sais que moi, si je choisis la littérature pour m'exprimer, c'est justement pour cette liberté incroyable de pouvoir de pouvoir faire n'importe quoi, de pouvoir raconter n'importe quelle histoire, et surtout parce qu'effectivement, comme toi, je suis assez solitaire dans ma créativité, et le fait de ne pas dépendre de quelqu'un pour que le projet avance, de ne pas devoir demander un financement pour mettre un dragon dans un court-métrage, avec l'écriture, c'est que juste avec un stylo et un papier, tu peux produire toi-même, sans l'aide de personne, tous les scénarios incroyables qui te passent par la tête. Et si tu as envie de faire un roman policier, tu fais un roman policier. Si tu as envie de faire une trilogie sur des personnes qui voyagent dans les rêves, tu peux. En fait, il n'y a juste pas de limite, et tu peux le faire toi tout seul du début jusqu'à la fin grâce à l'auto-édition. Même, t'es même plus obligé de demander à des maisons d'édition, c'est que de l'idée initiale jusqu'à la production et la vente, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, tu peux raconter n'importe quelle histoire, quoi. C'est exactement ça, je crois que c'est vraiment... On réalise pas à quel point c'est exceptionnel d'avoir cette possibilité de partir d'une page blanche et de faire absolument ce qu'on a envie, de partir dans les directions qu'on a choisies, d'explorer les thèmes qu'on veut. Moi, c'est vraiment mon approche, c'est-à-dire faire ce que j'ai envie, ne pas me fixer de limites, ne pas me demander ce que les gens vont en penser. Ça, c'est très important. Ne pas me créer des freins. Parce que c'est très facile de douter par rapport à l'accueil qu'on va recevoir par rapport à notre histoire. Je pense que quand j'ai imaginé moi Smartphone, si j'avais commencé à me dire mais les gens qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont découvrir cette histoire un peu farfelue et tout, je pense que j'aurais peut-être renoncé, ou je l'aurais écrit d'une manière moins originale. Or, en matière d'écriture, il faut considérer ça comme un saut dans le vide, un grand saut. C'est comme le saut de la foi dans Indiana Jones. Il faut y aller sans peur, en s'accrochant à cette idée qu'on a, et il faut la faire vivre à fond et avec tout son cœur, toutes ses tripes. C'est pas intéressant de se lancer dans l'écriture en étant dans la demi-mesure. Ça, c'est ma philosophie. Et donc, effectivement, on a une chance immense d'avoir cette page blanche qu'on peut remplir de la manière qu'on veut. Et on a cette seconde chance qui est encore plus incroyable, c'est de pouvoir sortir nos propres livres et d'avoir cette liberté créative absolue. Personne pour nous dire ne mets pas telle idée, ne fais pas telle phrase, reformule, retravaille, allonge, raccourci.
voilà, ça on est libre et c'est grisant, c'est stimulant, surtout pour les personnalités comme la nôtre, et là je parle de toi aussi, où on apprécie ce côté solitaire et ce côté liberté créative. Et donc nous on trouve ce plaisir et cette stimulation à écrire absolument ce qu'on veut, en essayant de faire appel à toutes nos ressources créatives pour créer des histoires mémorables. Puisque ce qu'on cherche au final, c'est à ce que le lecteur passe un bon moment et si possible vive une expérience marquante. Oui, totalement. On arrive à la fin de notre échange. Pour terminer, alors cette rubrique n'a pas de nom encore, je vais bientôt en trouver une, mais je te propose de terminer sur un mini petit interview où en gros je vais te proposer 2 choix à chaque fois, par exemple Star Wars et Star Trek, et tu dois choisir l'un des 2 ou l'un des 3. Voilà, un peu instinctivement, sans forcément réfléchir. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Eh bien, c'est parti pour cette rubrique qui n'a pas de nom encore. Stylo ou clavier ? Clavier. Liseuse ou papier ? Liseuse. Poche ou grand format ? Poche. Agatha Christie ou Arthur Conan Doyle ? Agatha Christie. Dragon Ball Z ou Chevalier du Zodiaque ? Dragon Ball Z. Lecture au coin du feu ou lecture sur la plage ? Lecture au coin du feu. Dreams ou historique ? Dreams. Écrire dans mon bureau ou écrire dans un café ? Écrire dans mon bureau. Architecte ou jardinier ? Architecte. Écrire le matin ou écrire le soir ? Le soir. Maison d'édition ou auto-édition ? Auto-édition. Rêve ou réalité ? Rêve. La guerre des étoiles ou la guerre des rêves ? Allez, la guerre des rêves. Avant Internet ou après Internet ? Ah, c'est compliqué, avant Internet. Cluedo ou Monopoly ? Cluedo. Nokia 3310 ou iPhone ? Allez, Nokia 3310, parce que c'est rigolo. Community manager ou auteur ? Auteur. Passé, présent ou futur ? Futur. Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment super. J'ai passé un super moment et je pense que nos auditeurs aussi. Je vais te laisser le petit mot de la fin si tu as quelque chose à ajouter. Sinon, je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Bah écoute Pierre, ça a été un grand plaisir de faire ce podcast avec toi. Voilà, c'est vrai que ces questions de créativité, de technique d'écriture sont passionnantes parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, voire des jours. Voilà, bah s'il y a des aspirants auteurs qui nous écoutent, moi je les encourage à se lancer si jamais ils hésitent. Je les encourage à écrire beaucoup, à lire aussi, à se perfectionner, à suivre leur instinct, leurs idées, voilà, à ne jamais perdre de vue leurs envies et leurs rêves. Nous, si on a écrit des livres, c'est parce qu'on s'est accroché à nos envies, on s'est accroché à nos rêves, et il faut que vous fassiez de même. Il faut que vous laissiez personne vous décourager, il faut que vous-même vous ne vous découragiez pas. Voilà, je pense qu'en matière d'écriture, il faut toujours conserver un peu ce feu qu'on a en nous et le faire s'exprimer d'une manière la plus vivante possible. Donc voilà, l'écriture, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est une passion, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, malléable, et il faut s'y accrocher lorsqu'on aime ça. Donc merci Pierre de m'avoir offert l'opportunité de parler d'écriture. Et j'espère que tu trouveras un nom pour cette dernière rubrique. Je vais travailler dessus. On fera un brainstorming pour t'aider. Merci, c'est gentil. Vous venez d'écouter l'épisode 1 d'Enquête narrative, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve le 15 du mois prochain pour un nouvel invité, mais en attendant, je vous invite chaleureusement à aller découvrir les ouvrages de Thomas Palpan que vous pouvez retrouver sur Amazon.
peu importe vos goûts, je suis certain qu'au moins l'un de ces livres fera votre bonheur de lecteur. Je m'appelle Pierre Verja, et si vous voulez soutenir le podcast, un petit commentaire sur Apple Podcast me rendrait très heureux. Mais le meilleur moyen de soutenir un auteur reste encore d'aller découvrir son travail. Je vous invite donc à jeter un coup d'œil à mon roman policier Le Dernier Héros, disponible sur Amazon. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Instagram, @Pierre Verja. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!